Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e épisode de la mini-série de la Guilde où on parle de produits et de qualité, toujours avec Claire van der Voorde. Et aujourd'hui, on va voir si, grâce à la qualité et la mesure de la qualité, on peut guider les décisions du produit. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Jean-François, c'est sûr que oui, ne serait-ce parce qu'on a une grosse des métriques qui sont vues en commun comme étant le taux de bug, le NPS. Globalement, le taux de bug, souvent, c'est vu comme la qualité. Si j'ai trop de bugs, j'ai un problème de qualité. Et si j'ai des plaintes au NPS, alors que, en fait, le NPS, c'est beaucoup aussi de service et de tout ce qui est autour et de market, mais j'ai quand même l'impression que souvent, une mauvaise note au NPS va être forwardée aux équipes produits en mode, il y a un problème de qualité dans votre produit, il faudrait creuser pourquoi cette personne n'est pas contente. C'est intéressant, mais moi je pense qu'il y a la difficulté que j'ai avec le NPS, quand c'est le NPS sur par exemple un site e-commerce et que ça vient des clients. Déjà, il y a un biais, c'est que les gens qui sont pas contents qui s'expriment, enfin, en majorité. Et en interne, moi, je me rappelle, on faisait des NPS internes. Tous les mois, on recevait quelque chose. C'était limite trop, parce qu'à la fin, tu reçois ton mail, ton chef il te dit, ouais, oublie pas de noter ça. Et il dit, n'oublie pas de mettre 8, hein, minimum. Tu vois, Me déjà. dis pas ça, j'étais dans une boîte qui faisait du NPS interne. Mais bon, je sais, je suis d'accord. Même toi, tu vois le truc. Et tu fais le truc de façon automatique et t'as pas envie de dire si je mets 3, de répondre aux 10 questions qui vont dessus parce que t'as pas le temps globalement. Et voilà, il y a toujours des biais dans ces indicateurs. Et pourtant, je suis un grand fan du NPS. Je trouve que ça donne des infos. Je pense que la fréquence et l'audience, il faut le prendre en compte dans le contexte de la note. De toute façon, les deux sont des lagging métriques. De toute façon, une fois que t'es arrivé au bug et au NPS négatif, ou au pire au churn, globalement, t'es beaucoup trop loin dans ta chaîne. Et voilà, au moins, ça relie produit et qualité de manière assez évidente aux yeux de tous les stakeholders. Par Très contre, haut moi, niveau. ce que j'aime il faut voir, dès que je trouve qu'il c'est bien ces indicateurs, c'est qu'ils utilisent les indicateurs pour s'améliorer et pas comme dire mon objectif c'est Oui, c'est d'améliorer d'optimiser. l'indicateur. Parce que là, je sais pas si tu connais la loi de Goodhart qui te dit quand mon indicateur est mon objectif, ça devient un mauvais indicateur. Oui, parce Ah, que tu vas tricher. Tu oui, vas moi, trouver la manière de l'améliorer. on veut diviser par deux le nombre d'anomalies, bah il suffit plus les anomalies. Non, tu as atteint ton objectif. Est-ce que tu as amélioré la qualité? Non, mais j'ai atteint mon objectif. Et donc, pour moi, là, on va se retrouver de toute façon sur tout ce qui va être lean management, mais sur se dire, bon, bah, ça, c'est les trucs lagging où on est d'accord que produit et qualité, c'est hyper lié. Maintenant, la question, c'est comment, au niveau hebdo, on va pouvoir trouver des indicateurs beaucoup plus pertinents qui vont aller impacter ces indicateurs long trend de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour nos équipes? Euh, J'avais vu un très bon exemple de Conto, qui est une boîte qui fait beaucoup de lean et qui montrait leur ratio de bugs qualifiés. Où déjà, on est rentré un peu dans le niveau de se dire, bah, sur notre volume de bugs, combien sont qualifiés? Et donc, quand j'ai des bugs pas qualifiés, bah, potentiellement, ça va être du X. Quand j'ai des bugs qualifiés, qu'est-ce que ça va être? Quelle partie de mon logiciel est le plus touchée par des bugs? Là, on commence à avoir déjà découpé ces trucs du nombre de bugs, qui sont pas exceptionnels comme métrique. Parce que j'aime bien dire quelle partie de logiciel, c'est que tu rentres dans le root cause analysis. C'est pas tout d'avoir Oui. le bug, c'est de se dire comment je vais travailler sur quelque chose de plus systémique pour m'améliorer. Et je trouve que c'est un exercice on est on est trop souvent dans l'urgence et la correction. Et donc, c'est souvent des solutions de contournement qui font que se dire, attends, ce module-là, ça représente 50% de nos problèmes. Là, ça va nous permettre de dire, ouais, là, on le sert de la technique dessus. Comment on fait est-ce qu'on l'accepte, parce que c'est un fait, ou est-ce qu'on essaie de l'améliorer? Ou est-ce qu'on va essayer d'aller plus loin? Et d'ailleurs, tous Et les bugs au sont pas moins, égaux. Au on moins, on a sait. l'info. On prend une décision de façon plus éclairée. Je trouve que, et pas juste de façon mécanique en disant, bah, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça.
Et puis si on reste sur ce KPI de nombre de bugs au niveau très macro, tous les bugs ne se valent pas. Et donc j'ai vu beaucoup d'équipes où en fait, donc en support, un temps, il va y avoir les P1, P2, P3, P4 selon le taux de priorité du bug. Et donc ils se disent, bah en fait, toutes les semaines, on a atteint 80% de notre taux de bug fixé. Et puis tu regardes et tu vois que tous les P3, P4 sont fixés parce que c'est facile et que les P1, eux, ne le sont pas ou pas assez rapidement. Et donc dès que tu commences à dire, bah en fait non, mais les P1, par définition, comme c'est des P1, c'est les plus importants. Et je préfère un P1 avec une root cause analysis et ça se reproduit plus jamais parce que c'était du P1 que 15 P3, P4. Là, tu commences à augmenter ton niveau de qualité global de ton logiciel. Moi, Et j'ai c'est vu aussi, contre-intuitif moi, en j'ai aussi vu volume. ceux qui se concentrent vraiment sur les majeurs, les bloquants, et tous les autres, ils les laissent traîner. Les deux existent, ouais. Ça veut dire quoi que c'est, considère pas ça comme un bug. Des fois, tu en as 200 qui restent en prod. Soit tu les fermes tous parce que tu considères que tu les corrigeras jamais et que c'est pas des problèmes. Soit aussi, à un moment donné, il faut peut-être que tu dises, c'est trop, il faut que j'émette un critère, dire pas plus de temps sur mes releases, sur mes productions, parce que ça donne une impression de mauvaise qualité. Pourquoi? C'est des bugs de faute d'orthographe, d'affichage, de petits décalages, de petits trucs qui n'empêchent pas l'utilisation du produit, mais qui donnent une impression de cheap, tu vois, globalement. Et Mm. c'est pas évident. Des fois, tu vois, c'est un choix. C'est Discord pendant des années, ils ont une UX qui faisait très 1990. Alors, je dis ça, mais ils ont changé récemment. Alors, ils disaient, ouais, avec plein d'infos, des trucs qui clignotent de partout. Et c'est des choix aussi, des fois, que tu fais. Je associe pas ça au bug. C'est qu'est-ce qu'on fait de façon collective comme choix et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais des Et fois, après, ce on que ne tu dis pas est on intéressant, pose ouais. pas cette question-là. C'est ça qui est dommage. Mais et puis tu entends sur tous les petits. Je sais que dans une de mes boîtes, on avait ce problème de qualité sur la traduction. Et donc, il y avait des problèmes dans la traduction récurrents à plein de petits endroits. Et d'un côté, on s'était dit, bon, en fait, c'est un marché minoritaire et on n'a pas assez enfin, les équipes en interne, les devs, pas passer leur temps à corriger les traductions. Et puis quand un jour on s'est dit, non mais en fait il y a beaucoup trop, enfin tu as le volume comme tu dis, on a atteint un certain seuil qui fait que ce volume est quand même trop important. Et puis je pense qu'il y a un gros client qui a dû taper du poing sur la table en disant en fait c'est n'importe quoi le produit, il y a des bugs partout et de temps en temps ça veut même plus dire ce que vous vouliez dire. Ben, on s'est posé la question de comment on règle ça de manière plus pérenne. Ouais, mais Et ça a été via un logiciel qui permettait à n'importe qui de faire de la traduction. Alors n'importe qui est plutôt été les équipes marketing et les gens qui étaient bilingues, mais qui faisait que tous ces mini-bugs ont été traités pour et beaucoup, beaucoup moins cher, parce que cet effet de volume nous a permis d'aller chercher une solution plus pérenne. Et donc effectivement, il y a cette notion de P1 et il y a cette notion, bah, est-ce que tous ces petits bugs ont la même route cause? Et dans ce cas-là, oui, bah, en ce cas, le bloquant, c'était, il faut tout le corriger à la main par des devs. Et donc, du coup, c'est trop c'est vrai cher. que sur de la traduction, que ce soit des devs, bah déjà, c'est pas les meilleurs pour pouvoir le faire. Puis des profils scientifiques, littéraires, globalement, même si on dit qu'il faut corriger ça par ça, déjà, ça fait faire deux fois le travail. Celui qui a la corrigé et celui qui doit faire le copier-coller et faire le commit. C'est vrai que si on peut décorréler le, tout ce qui est langue du code, c'est vrai on peut être plus efficace. Et sur les petits bugs, ça va souvent être ça d'ailleurs, parce que ça, donc là, je disais la traduction. Dès que tu vas avoir des problèmes de design, souvent le design system, ça commence à être une solution pour se dire, bon bah, déjà, si tous les trucs se ressemblaient et fonctionnaient de la même manière, on éviterait d'avoir ces mini bugs à droite à gauche parce qu'on a oublié le cas Hoover ou whatever, ou l'accessibilité de ce bouton-là ou de ce input-là. Et puis dès qu'on va retourner dans des bouts de code communs, ouais, bah si au lieu d'avoir dupliqué 10 fois le code, on l'avait créé une seule fois et on l'avait testé automatiquement de manière propre, bah, tous ces trucs qui pètent à droite à gauche et que du coup on doit fixer 10 fois, on ne pourrait le faire qu'une fois. Et donc effectivement, hein, il y a un moment où ce volume de petits bugs va montrer un vrai problème de qualité et va pointer vers un souci sur la stratégie de qualité de la boîte. En petit aparté sur l'accessibilité, ça devrait s'améliorer de façon non négligeable en 2025, parce que maintenant, il y a une obligation légale de d'inclure ça. T'y crois une seconde? Normalement, en fait, ça va arriver. Moi, j'ai vu, quand on dit que l'Europe, c'est le pays des normes, mais aux États-Unis, par exemple, si tu veux faire un site marchand, tu es obligé de rendre ton test accessible au équivalent de je sais plus comment ça s'appelle, WCAG, l'équivalent du RGA en Europe. Et eux, ils sont obligatoires. Si tu veux faire un site, alors qu'en France et en Europe, c'était que les institutions publiques. Ouais, certains gros groupes.
Banque de France ou des choses comme ça qui étaient obligés. Et là, maintenant, il y a cette obligation qui est arrivée au niveau, je crois que c'est l'Union européenne, et normalement, maintenant, il faut le faire. Et c'est bien, tu vois, c'est-à-dire si tu fais Ouais, en fait, je te demande, t'y en crois? termes de code, ça t'oblige aussi à avoir des standards, de changer et même pour automatiser, ça donne des améliorations pour avoir des informations que tu n'avais pas forcément avant. Je reste optimiste, ça va prendre du temps pour que tout le monde s'y mette parce que le marché n'a pas été formé à ça. Et puis, enfin, moi, c'est un sujet sur lequel je suis engagée depuis une quinzaine d'années parce que je m'étais formée très, très tôt à ces sujets-là. Et ma conclusion, c'est que c'est des investissements que, même si c'est obligatoire, beaucoup de boîtes sont pas prêtes à faire tant qu'elles se font pas choper et tant qu'il n'y a pas une pénalité. Parce qu'il y a une chose qui est de dire que c'est C'est pas la obligatoire, il y a même autre chose amende qui est de dire, que RGPD, hein, c'est pas voilà. les mêmes. Et en fait, dès que tu commences à avoir une pénalité, bah, en fait, l'investissement commence à avoir la peine, alors que s'il n'y a pas de pénalité ou qu'elle est petite, ça coûte moins cher que le nombre de devs fait. Non, je pensais que tu allais me dire que l'IA, au fur et à mesure, elle allait réussir à mieux lire les sites et que du coup, on allait pouvoir moins se reposer sur le fait que le développeur mette les bons tags aux bons endroits et ce genre de choses ou les design systems. J'y crois plus pour l'instant que la norme, mais on va voir. Oui, il va y avoir des choses qui vont évoluer forcément. Mais ce que fait les États-Unis, c'est un peu, tu vois, il y a des choses. Tu vois, par exemple, tu fais un produit où tu dois passer par la Food and Drug Administration, Ouais. tu te fais quand même auditer. Et là, c'est un peu, c'est toujours ça. Si tu veux y aller, et ils peuvent se faire taper sur les doigts. Je sais pas si on va aller jusque là en Europe. On verra. Bon, on a un On peu verra. digressé. Mais là, si on repart sur les tests, parce que je pense qu'on a beaucoup de sujets en commun, mais donc si on repart sur cette notion de quel KPI et quel critère de succès, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait, tu parlais d'audit, c'est quelque chose parce que justement, ça se fait sur de l'accessibilité, ça se fait aussi sur de la qualité. Pour moi, il y a de temps en temps une question de comment on va en faire en design ou autre. Comment je fais un audit de qualité? Tous les combien de temps je fais un audit de qualité de mon code et de toute ma base? Est-ce que je le fais moi-même? Où est-ce que je vais le faire? Il y a des outils, des Sonar Cube, etc., qui vont te donner une première idée, un premier aperçu Un partenaire sur. externe pour qu'il ait un vue. Souvent, on ne base que sur un code, mais il y a aussi les pratiques des fois qu'il faut auditer. Ça, c'est bien, mais en fait, vous avez un déficit de compétences sur ça, ça et ça. Peut-être le retravailler ou mieux collaborer sur certains sujets que vous ne faites Et plus. ça, je l'ai vu très efficace. Se dire, voilà, de temps en temps, on fait un vrai commit, enfin, on commit à faire un audit, on fait un gros audit de tout, et on arrive à se dire, bah, voilà où sont les différentes parties de la dette. Est-ce qu'il faut faire une refonte ou pas? Parce que quand même, souvent quand on en arrive là, c'est que c'était pas super. Il y a peu de boîtes qui arrivent à vraiment le mettre dans leur pratique. Mais sinon de se dire, bah voilà où on en est, voilà ce qui est important, voilà les différents risques en termes de qualité, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus risquées que d'autres. Il y a des problèmes de qualité qui créent des problèmes de sécurité, de fuite de données, alors qu'il y en a d'autres. On était en train de parler, c'est de l'UX. C'est une chose l'UX, mais c'est souvent moins important, en tout cas perçu comme beaucoup moins important que dès que tu vas taper dans les RGPD, ce genre de choses. Ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle couverture de test? Quels sont les parcours qui sont testés? Et quelles sont nos ambitions pour demain? Et ça, j'ai vu dans des boîtes qui se disaient justement, je veux aller mesurer la qualité, je veux avoir plus de qualité en termes de produits, un énorme impact parce qu'on allait avoir, si on est en agile, par exemple, au niveau de chaque sprint, un objectif d'augmentation de qualité d'un indicateur. Et donc là, déjà, toute l'équipe, toute la boîte, toute la partie ingénierie de la boîte se dit, OK, bah, il y a une partie de nos sprints qui va être sur l'augmentation de la qualité de cet indicateur parce que là, on n'y est pas. Et de manière proactive, du coup, bah, quel gate je vais mettre sur les commits, sur les prochaines releases pour m'assurer de pas aller faire baisser l'indicateur, voire pour être au vert sur tous les nouveaux trucs. Ouais. OK, l'ancien, il est crade, mais comment je fais pour que le nouveau, il s'améliore? Je pense que ouais, les quality gates bloquantes, c'est quelque chose de. Tu peux pas le faire toujours de façon bête et méchante quand il n'y a pas les bases. Parce que tu peux ne plus mettre en prod pendant un moment avant de les atteindre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut introduire de façon efficace dans la gestion du produit. J'ai des étapes, si elles sont pas passées, ouais, je peux pas passer à l'étape d'après. Et là, si tu commences à avoir cette vision globale sur tout le produit, va se poser la question de la priorisation de la dette, la priorisation de la qualité. Et donc, on parlait au tout premier épisode, je crois, ou deuxième, quand je fais mon backlog, comment je vais me dire, je vais prendre tel ticket plutôt que tel autre, en tout cas, comment je vais équilibrer le niveau de dette dans mon backlog. Et ben, on peut arriver même au niveau plus macro, au niveau du logiciel, à se dire, bah là, voilà, j'ai des parties qui ont énormément de dettes. Est-ce que je veux les refondre ou pas? Est-ce que ça veut dire que je fais pas de nouveautés dessus parce qu'elles ont trop de dettes? Et là, on commence à avoir vraiment une stratégie qualité qui remonte jusqu'au COMEX. C'est plus les équipes ingénierie. Et on a un sujet en tant que COMEX sur la qualité. Comment on fait, comment on l'adresse, par quoi on commence.
Est-ce qu'on peut le faire de manière continue et itérative ou est-ce qu'il faut taper là du poing sur la table et faire un gros effort? Souvent, même si je prône sur des refontes itératives, donc on va améliorer au fur et à mesure la dette, ça part quand même au début, un gros coup de poing qui dit, mais là, la qualité devient une priorité. Et donc, on va vraiment investir et changer la manière de faire en profondeur. Ouais. La refonte, les gens voient toujours ça comme le Big Bang, et se dire, je vais tuer mon produit et j'en faire un nouveau. Des fois, on n'a pas de choix, hein. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le produit, il peut évoluer la plupart du temps, comme tu l'as dit, de façon itérative. Et c'est toi, c'est ce que tu proposes la plupart du temps dans tes accompagnements. Et voilà. Tout dépend si tu as un ensemble de spaghettis et de microsystèmes les uns aux autres. Ça va dépendre. Même avec du spaghetti, en fait. À part sur de l'applicatif où tu es obligé de faire un republish sur un store. Et donc, du coup, il faut que tout le monde mette à jour en même temps. Et donc, sur l'applicatif, c'est assez spécifique. Ou quand tu dois faire sur du hardware, tu dois faire un update d'hardware, tu essayes de pas en faire trop fréquemment. Donc là, le Big Bang vraiment se discute. Pour tous les autres cas, même sur du spaghetti, tu vois, j'étais sur un logiciel de vote électronique. On parle d'élections législatives. Donc, niveau de sécurité déploiement sur serveur individuel client par client. Donc, niveau de complexité et de legacy et de monolithe spaghetti ben, en fait, on a réussi à le découper. Et pour moi, la plupart du temps, c'est plus compliqué de le découper. Et c'est moins sexy que de dire je repars d'une feuille blanche. Pour l'instant, je ne suis pas tombée sur un cas où c'était vraiment impossible. La question, moi, que je me pose, et vraiment de façon candide, est-ce que ça coûte moins cher? Non. Est-ce que Alors ça coûte pas moins le fait cher, qu'il y mais ait ça diminue fortement le risque marché. Donc en fait, souvent ce que je dis, c'est soyons bien d'accord. Bah justement, on parle de qualité, vitesse, etc. C'est quand on repart pas d'une feuille blanche, on augmente la qualité. Parce que d'une feuille blanche, on peut refaire d'autres erreurs qualité, alors que quand on part de l'existant, on est sûr d'aller viser de la meilleure qualité, bien en gardant tous les edge cases qu'on avait pris en compte pour les clients. En revanche, c'est plus long. Et donc, c'est vraiment une question d'est-ce qu'on est prêt à passer plus de temps, mais en apportant de la valeur en continu. Plus, on rentre dans un tunnel et on espère qu'au moment où on fait notre Big Bang, on a gagné suffisamment en qualité et en expérience pour que ça compose les 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans de freeze de valeur marché, parce qu'en fait, on ne pouvait pas gérer les deux en parallèle. Et donc, pour moi, il est là le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une refonte, la qualité, pour moi, c'est un des premiers critères de priorisation. Parce que si on se dit justement on va le faire au fur et à mesure, ça veut dire qu'on va prioriser là où il y a le plus de dettes. Enfin, on va faire un ratio dette-valeur et on va se dire si possible, moi je dis toujours on commence par là où il y a le plus de dettes et le plus de valeur à gagner, puisque du coup on gagne sur les deux pans et qu'en plus on peut le marketer. Donc en fait c'est une refonte qui se vendra pas comme une refonte. On dira nous avons sorti cette nouvelle amélioration, ce qui est chouette, et t'as payé ta dette, ce qui est doublement chouette. Et donc là, tu vas avoir vraiment de la qualité au cœur de la décision de priorisation du produit de demain, beaucoup plus que quand tu es en mode maintenance classique où on se dit, bah, on va prendre 10% de notre sprint dessus. Là, à l'inverse, on se dit, OK, ça, c'est des gros points chauds de qualité, on va les prendre en premier, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'utilisateur? Le truc chouette, pour le coup, c'est que la plupart du temps, ça va avec une augmentation de la vélocité. Parce que quand on se décide, quand on en arrive à ce niveau-là, on est justement sur les trucs où ça a été lancé par les symptômes classiques, c'est j'avance plus, c'est de plus en plus lent. C'est le CEO qui te dit ça marchait mieux quand on était 4 devs, ça allait plus vite. Des tests de non-régression extrêmement longs, des bugs à rallonge. Et ça, souvent, c'est les symptômes qui te font dire OK, il va falloir le refaire. Mais l'avantage, c'est que là, tu peux vraiment prouver que qualité égale vitesse. Et donc, tu peux gagner sur la suite des développements et de la refonte parce que tu as même changé le mindset de la boîte. Mais là, on parle de transfo. Et donc, c'est plus long une transfo. Tu gagnes plus en valeur sur la montée en compétences des équipes, etc. Mais c'est plus long que, bah, je veux dire, de prendre un prestat externe. Là, je vois de plus en plus de câbles de conseil avec lesquels je bosse d'ailleurs, mais qui te font la refonte à l'IA en te disant, bah, je te reprends le code à l'identique dans la nouvelle techno. Et je fais passer une IA et elle te fera aussi des tests de non-régression. Et donc, tu auras gagné. T'auras gagné, t'auras rien appris et t'auras le même énorme machin qu'avant. Donc, tu te seras pas posé les questions de valeur, t'auras pas formé ton équipe sur de la meilleure qualité, t'auras pas réduit en faisant des kills de certaines parties la complexité fonctionnelle. Très beau, très beau vendre, très beau pitch, hein, à mon avis, pour le vendre, mais j'ai du mal à être crédible sur le fait que on reproduira pas les mêmes problèmes rapidement.
Moi, j'y crois pas. Je sais que ça existe. Donc, j'en parle parce que c'est quand même une vraie tendance, je pense, sur le secteur. Ça a Ouais, cette sensation de c'est moins cher. Mais comme tu dis, tu vas comme un finir par coup, payer le pareil. marché va essayer, va voir dans quel cas ça marche et dans quel cas ça ne peut pas marcher. Une fois de plus, des fois c'est compliqué. En tout cas, bah, super intéressant ton retour d'expérience. Si vous êtes en pleine réflexion sur une refonte qui impacte la qualité, que vous aimeriez bien le pitcher à votre management, je vous encourage de faire appel à Claire sur ce sujet. Voilà, certainement vous coacher, vous accompagner là-dessus. Bah, écoute, merci. En tout cas, j'ai des ressources gratuites. Tu demandais sur les conférences. Oui, j'ai des replays de conférences, etc. Donc, sur mon site, sur ProductNest, il y a une page ressources sur laquelle on va retrouver les podcasts, les conférences, et s'il y en a qui veulent creuser les refontes spécifiquement. Mais effectivement, un gros sujet au niveau qualité. Parfait. Merci Claire pour cet épisode. Pour le dernier épisode, on va plutôt se pencher sur quelques conseils pratiques pour réussir cette collaboration réussie entre la qualité et le produit. On vous attend sur ce dernier épisode avec Claire. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.